Salut tout le monde, c'est Axel, bienvenue dans cette vidéo essai complet de ma GR Yaris. Alors je sais qu'il y a pas mal d'essais vidéo de cette voiture sur YouTube, mais il n'y en a pas beaucoup d'un point de vue d'un propriétaire de la GR Yaris. Et moi je suis propriétaire de cette voiture, je vais vous faire un essai complet donc de ma voiture. Alors je l'ai depuis pas très longtemps, ça fait à peu près 15 jours que je l'ai récupéré, mais j'ai déjà fait à peu près 3000 km avec dans des conditions assez diverses. J'ai fait de la ville, je l'ai utilisé en daily, j'ai fait de l'autoroute et j'ai fait aussi beaucoup de routes sinueuses, de routes de montagne. J'ai fait un road trip le week-end dernier sur la route des Grandes Alpes et du coup j'ai quand même une petite expérience pour vous partager mes impressions de conduite au volant de cette voiture. Donc ce que je vais vous proposer aujourd'hui dans cette vidéo, c'est un essai en plusieurs parties. Chaque partie est détaillée dans la description avec des chapitres, c'est-à-dire que vous pouvez cliquer sur les liens dans la description pour accéder plus rapidement à une partie qu'une autre si vous voulez pas regarder toute la vidéo. Et dernière chose, avant de rentrer dans le vif du sujet de l'essai de cette voiture, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je partage des vidéos sur cette voiture, sur mes expériences de conduite, sur l'automobile en général. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner et à activer la petite cloche des notifications. Donc voilà, on se retrouve autour de ma GR Yaris qui est dans cette configuration noire. Je vais vous la présenter évidemment plus en détail au niveau de la configuration un petit peu plus tard dans la vidéo, mais on va commencer d'abord par parler de son histoire parce que cette GR Yaris, elle a une histoire un petit peu particulière. Elle n'est pas née juste de l'envie de Toyota de faire une voiture sportive, elle est née pour une raison particulière et cette raison c'est tout simplement le WRC, le championnat du monde de rallye. En fait, le WRC a un règlement qui stipule que chaque constructeur, pour faire homologuer une de leurs voitures en WRC, doit se baser sur un véhicule de série produit à au moins 25 000 exemplaires. Donc ce que font la plupart des constructeurs en général, c'est qu'ils se basent sur un de leurs véhicules de série déjà existants. Mais Toyota, ils ont choisi de faire un petit peu différent des autres en repartant quasiment d'une feuille blanche pour créer la GR Yaris et l'utiliser comme base pour leur voiture de rallye. Parce qu'en fait, cette GR Yaris, elle n'a Yaris quasiment que de nom, puisqu'elle ne partage que 3 pièces avec la Yaris citadine qu'on voit beaucoup plus souvent que la GR. En plus d'être totalement différente, cette GR Yaris, elle est produite dans une usine complètement à part, elle est produite au Japon, sur la même ligne de production que la Lexus LFA, donc c'est vous dire l'envie de Toyota de faire une voiture un petit peu aux petits oignons pour l'utiliser, comme je l'ai dit, comme base pour leur voiture de rallye homologuée en WRC. Et d'ailleurs, on le verra ensuite à l'intérieur de la voiture, il y a pas mal de petites choses qui nous rappellent le WRC, notamment des petits emblèmes, etc. Mais je vous présenterai tout ça lorsqu'on fera le tour intérieur de cette voiture. Au niveau des spécifications techniques, donc on est sur un petit moteur 3 cylindres de 261 chevaux et 360 Nm de couple. La voiture pèse moins 2300 kg et elle est équipée d'une transmission intégrale 4 roues motrices avec différents modes de conduite qui permettent de répartir le couple entre les roues avant et les roues arrière différemment en fonction du mode dans lequel on se trouve, mais tout ça on le verra ensuite au volant de cette voiture. Après, pour ce qui est des spécificités de ma GR Yaris, elle est équipée du pack Track. Alors il faut savoir que quand on configure sa GR Yaris sur le site de Toyota, on a le choix entre deux packs, le pack Track et le pack Premium. Pour moi, le pack Track, c'est celui qui correspond le mieux à l'ADN de cette voiture, puisqu'il rajoute notamment des jantes BBS 2 kg plus légères pour chaque jante que sur le pack Premium, 2 différentiels Torsen, des barres anti-roulis à l'avant et des suspensions un petit peu plus fermes
que sur le pack premium, mais qui permettent aussi d'avoir une meilleure tenue de route et d'avoir plus de fun, notamment dans les routes sinueuses. Alors que le pack premium, lui, il est plus destiné au confort dans la voiture, avec notamment l'ajout d'un GPS, d'un système audio JBL, d'un affichage tête haute, d'un détecteur d'angle mort, je crois, et de détecteurs à l'avant et à l'arrière. En plus de la caméra de recul qui, elle, est de série sur la voiture, donc qui est aussi présente notamment donc sur le pack Track que j'ai ici. Donc voilà, au niveau de l'extérieur, je crois qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire. On voit tout de suite que c'est une voiture vraiment très sportive, bodybuildée, et je trouve qu'elle rend beaucoup plus agressive en vrai qu'en photo ou en vidéo. Moi, je l'avais jamais vraiment vue, et encore moins dans cette config avant de l'acheter, avant d'aller la chercher, et j'ai tout de suite été séduit lorsque je me suis retrouvé face à ma petite GR Yaris. Alors oui, il y a un petit truc à dire au niveau de l'extérieur qui est quand même une belle spécificité de cette GR, c'est qu'on a un toit en carbone. Alors là, ce que vous voyez, c'est pas directement le toit en carbone, c'est un covering en carbone. Alors c'est assez bizarre, mais sous ce covering, il y a un magnifique toit en carbone forgé, un petit peu comme sur les ailerons des Huracan Performante par exemple. C'est assez bizarre qu'ils aient mis un covering dessus, mais c'était pour une question de coût, c'est-à-dire que plutôt que de vernir le toit en carbone qu'on a sous le covering, ils ont préféré mettre un covering imitation carbone pour le protéger, et c'est pour ça qu'on a ce covering juste ici. Alors voilà pour la présentation extérieure de la voiture. Je ne suis pas rentré en détail dans les points techniques, tout simplement parce que je n'avais pas la prétention de m'y connaître assez pour vous en parler comme il se doit, mais je vous ai fait une présentation globale. Ce que je vous propose, c'est que maintenant on monte à l'intérieur, que je vous présente la planche de bord, l'habitacle tout simplement, et ensuite on ira faire évidemment un tour sur les routes sinueuses qu'on a dans le coin pour vous partager mes impressions de conduite. Allez, on passe à l'intérieur. Donc voilà à quoi ressemble la GR à l'intérieur. On a des magnifiques siège baquet avec l'inscription GR juste ici. On a quelques rappels, notamment sur le volant, et on a notamment cette petite plaque dont je vous parlais en introduction pour indiquer qu'on est sur un véhicule qui a été pensé aussi pour le WRC. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on monte à bord, qu'on se mette au volant et que je vous présente tout ça un petit peu plus en détail. Voilà, donc on se retrouve à bord de la GR. Voilà ce que ça donne lorsqu'on est au volant de la voiture. Donc l'ambiance qui se dégage de cet intérieur, c'est qu'on est sur quelque chose de quand même assez qualitatif. Il y a un peu de cuir au niveau des sièges, du pommeau, du levier de vitesse. On a une sorte d'alcantara sur les sièges et sur les intérieurs de porte. On a quand même beaucoup de plastique. Ça, c'est du plastique dur. Là, c'est effet moussé. On n'est quand même pas sur le niveau de qualité des véhicules premium allemands, mais encore une fois, c'est pas forcément ce qu'on veut avec ce genre de voiture, mais l'ambiance qui se dégage est quand même relativement qualitative et on s'y sent bien dans cette GR Yaris. Moi, ce que j'aime particulièrement, ce sont les sièges qui, en plus d'être plutôt beaux et jolis à regarder, sont d'une part confortables pour les longs trajets. Vraiment, il y a ce qu'il faut au niveau renfort et au niveau confort. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ils maintiennent très bien en conduite sportive et dans les routes sinueuses. Alors, au niveau de la position de conduite, dans les essais, si vous en avez déjà regardé, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'on est assis trop haut dans cette voiture et que quand on est trop grand, la position peut être un petit peu pas forcément très confortable et ça peut être un petit peu compliqué, notamment au niveau de l'espace qu'on a du champ de vision, parce que il y a beaucoup de gens qui se plaignent du rétroviseur intérieur qui est trop large, et comme on est assis assez haut, il cache un peu le champ de vision. Moi, j'ai pas ressenti cette gêne. Du fait, je pense que j'ai la taille idéale, on va dire, pour la GR. Je suis pas très grand, donc je touche pas du tout en haut. J'ai largement la place, même avec un casque, par exemple, pour aller sur circuit. Mais c'est vrai que si vous faites plus d'1,80 m, 85,
peut-être que vous serez un petit peu gêné au niveau de la position de conduite et au niveau du rétroviseur intérieur par exemple. Donc voilà pour l'ambiance qui se dégage à bord de cette voiture. Ce que je vous propose maintenant, c'est de vous présenter rapidement les deux écrans multimédia parce qu'il y a pas mal de petites choses intéressantes. Alors au niveau des écrans, on a cet écran principal qui est l'écran multimédia de la voiture. Alors ce qui est bien, c'est qu'il est compatible Apple CarPlay et Android Auto par câble USB uniquement, c'est-à-dire que ça ne va pas marcher uniquement en Bluetooth. Il faudra vraiment brancher votre téléphone pour accéder à vos applications compatibles. Pour ce qui est des autres fonctionnalités hors Apple CarPlay, je ne vais pas vous les présenter parce que d'une part, je pense que c'est pas forcément très utile, mais en plus, je les connais pas forcément parce que vraiment cet écran-là, je l'utilise quasiment qu'avec Apple CarPlay pour Google Maps, pour Waze, pour Spotify, etc. Malgré tout, la voiture fonctionne en Bluetooth, mais pas pour Apple CarPlay comme je l'ai dit. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de câble USB, vous pourrez quand même connecter votre téléphone en Bluetooth et recevoir et passer des appels ou écouter de la musique avec votre téléphone sans fil. Donc voilà pour ce qui est de l'écran principal. Maintenant, je vais démarrer la voiture pour vous présenter le tout petit écran qu'on a juste ici. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais en gros, le petit écran qu'on a au milieu, d'ailleurs des deux compteurs qui ne sont pas des compteurs numériques comme la plupart des voitures aujourd'hui, mais justement je pense que le fait qu'ils ne soient pas numériques c'est très bien parce qu'avoir plein de chiffres qui s'afficheraient ici, je trouve que ça irait moins bien avec l'ADN WRC de la voiture. Mais par contre ce qui est bien c'est qu'on a un petit écran au milieu qui donne beaucoup d'informations et qui est entièrement contrôlable avec le petit pavé avec les boutons qu'on a sur le volant ici à gauche. Et on a notamment, si j'arrive à le mettre, pas mal de différents affichages, notamment donc la vitesse, la consommation moyenne, tout ce qui est aide à la conduite, maintien dans la voie. D'ailleurs, je vais y revenir juste après parce qu'il y a pas mal de choses à dire au niveau aide à la conduite. Vous pouvez bien sûr contrôler tout ce qui est votre musique sur votre iPhone. On a le système 4 roues motrices, la pression des pneus, la distance, la pression du turbo, la température d'eau, température d'huile. Ça, cet écran-là, il est très pratique en conduite sportive ou en conduite sur circuit. Après, voilà, on a tout ce qui est réglage des aides à la conduite et justement, je vais en profiter pour vous parler un petit peu des aides à la conduite qu'on a sur la voiture. Donc par exemple, vous avez tout ce qui est maintien dans la voie et maintien dans la voie de manière un petit peu intelligente, voire intrusive de temps en temps parce que cette voiture, si elle a un petit défaut, c'est qu'elle parle beaucoup, c'est qu'il y a des bips partout et surtout ces aides à la conduite, elles s'activent automatiquement lorsque vous démarrez. Donc il faut à chaque fois penser à les couper si vous voulez pas avoir tout le temps des bips quand vous mangez un peu la voie de gauche lorsque vous conduisez. Et quand je disais que ce maintien dans la voie, par exemple, il est intelligent, vous pouvez activer une aide qui va vous remettre automatiquement dans votre voie, donc au niveau du volant, si vous sortez. Donc ça peut être assez utile, notamment sur autoroute, lorsque voilà, vous n'êtes pas forcément très concentré. Vous mettez le régulateur de vitesse, qui est un régulateur de vitesse adaptatif, c'est-à-dire qui va se caler sur la vitesse que vous décidez bien sûr, mais qui va se caler aussi sur la voiture qui vous précède. Donc si la voiture ralentit devant vous, votre véhicule va ralentir. Et avec le maintien dans la voie, vous pouvez aussi lâcher plus ou moins le volant parce que la voiture va rester automatiquement dans sa voie et le volant va tourner tout seul en fonction des petits virages qu'on croisera notamment donc sur l'autoroute. Moi j'ai pu découvrir en fait cette fonctionnalité là, je ne savais pas qu'il y avait ça sur la voiture. Lorsque je l'ai récupéré, on a fait à peu près 500 km, on a fait quasiment que de l'autoroute et je peux vous dire que le fait d'avoir le régulateur adaptatif qui fonctionne très bien avec le système de maintien dans la voie et le volant qui bouge tout seul,
le retour, les 500 km sur autoroute, je les ai pas du tout sentis passer. Vous vous mettez comme ça au régulateur, vous mettez la musique, et pour les longs road trips un peu ennuyants d'autoroute, le fait d'avoir ces aides là c'est plutôt sympa. Mis à part ça, qu'est-ce que je vous ai pas dit sur l'intérieur? Donc on a une caméra de recul, ça je crois que je l'ai dit dans la partie précédente. On n'a pas de bip de détection d'obstacles à l'avant ni à l'arrière, mais voilà, on a la caméra de recul, donc je trouve que ça fait largement le travail. Et je crois qu'on a fait à peu près le tour de tout ce que je voulais vous dire au niveau de l'intérieur, en tout cas au niveau de l'avant. On va passer rapidement à l'arrière pour que vous voyez un petit peu comment on se sent lorsqu'on est assis sur les deux places arrière. Donc voilà, là je suis calé à l'arrière. Au niveau de la hauteur, faut pas être plus grand parce que vous pouvez peut-être voir que sinon c'est un petit peu compliqué. Donc plus d'1m75, 1m80, vous allez tout de suite toucher le plafond et être peut-être un peu comme ça. Mais par contre, pour ce qui est de l'espace aux jambes, je trouve que c'est pas mal, il y a quand même de la place. C'est simplement la hauteur sous plafond qui est pas exceptionnelle. Mais en même temps, bon, c'est quand même une Yaris, en plus en version coupée, donc 3 portes. Donc forcément, on n'a pas une très très grande hauteur de caisse et ça peut être un petit peu compliqué si vous êtes trop grand. Donc voilà pour les places arrière. Et pour ce qui est du coffre, c'est pareil, on reste quand même sur une voiture avec un petit gabarit, donc forcément le coffre est pas très grand. Je vous mettrai la capacité ici dans la vidéo parce que je m'en souviens plus. Par contre, ce qui est vraiment bien, c'est que vous pouvez vraiment baisser toute la plage arrière et là pour le coup on a vraiment beaucoup plus de place et vous pouvez quand même transporter pas mal de choses dans ces cas-là. Donc voilà pour la présentation intérieure. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la meilleure partie de cette vidéo, je pense. On se met au volant et on va sur les routes sinueuses pour que je vous partage mes impressions de conduite. Allez, c'est parti. Voilà, donc on est parti au volant. La météo est pas oufissime, il pleut, mais c'est des conditions finalement assez idéales avec la GR Yaris qui est aussi pensée pour ces conditions-là. Donc là, on est en mode normal. La voiture est chaude, donc je vais tout de suite passer en mode sport, ce qui va avoir pour effet d'envoyer 70% du couple sur les roues arrière pour transformer cette petite voiture en bombinette quasiment à propulsion, puisqu'on a la majorité du couple qui est envoyé sur les roues arrière. Donc là, j'ai pas encore mis le talon pointe automatique, mais je vais le mettre tout de suite pour rajouter un petit peu de fun à la conduite. Et vous allez voir que là, si je rétrograde, la voiture monte tout de suite dans les tours. Et c'est tout de suite beaucoup plus nerveux et beaucoup plus dynamique. Ça rajoute, ça change complètement la dynamique et l'expérience de conduite. Et la sonorité, vous pouvez voir qu'elle est plutôt pas mal. Alors, il y en a une bonne partie qui vient des enceintes, mais c'est pas une sonorité, c'est un micro qui est mis au niveau du moteur, donc c'est vraiment la sonorité du moteur qui est amplifiée. C'est pas un son fake, si vous voulez. Et là, sur ces routes-là, c'est absolument démoniaque. Ça pousse, c'est absolument incroyable. Et ça tient le pavé. C'est assez fou. C'est vraiment une voiture qui est faite pour les petites routes comme ça, pour les routes de montagne. On sent qu'elle a clairement sa place sur ces routes. Et le petit 3 cylindres, on se demande comment il arrive à produire autant de puissance parce que c'est assez bluffant. La voiture, elle est collée à la route, elle donne une confiance
inégalable. Je trouve que on est vraiment en confiance avec cette voiture. Les 4 roues motrices y sont pour beaucoup. Le châssis exceptionnellement bien réalisé aussi. Ça glisse un peu dans les virages, mais franchement, c'est super fun. C'est vraiment super fun. La boîte à des battements courts et prodigieuse, est géniale à manier. Les rapports sont parfaitement étagés selon moi. C'est vraiment génial, c'est vraiment génial. En conduite sportive, c'est une voiture fabuleuse, géniale. Franchement, j'en ai essayé des voitures, mais en conduite sportive, c'est sûrement une des voitures les plus fun à conduire sur des routes de montagne, sur des routes sinueuses. Là, il pleut, on peut attaquer en toute confiance. On sent que la voiture tient le pavé de manière assez extraordinaire. Et sinon, en conduite, on va dire en conduite daily, la voiture est tout à fait utilisable aussi, sans aucun problème. Et c'est pas parce qu'on a d'ailleurs le pack track qu'elle est pas utilisable. Alors moi, je suis peut-être peu objectif à ce niveau-là parce que mon autre voiture est une Lotus et c'est clairement tout l'inverse de ce qu'on peut appeler de voiture confortable. Mais là, le fait que les suspensions soient plus rigides sur le pack track dont est équipée ma GR ne la rend pas pour autant moins vivable au quotidien. Le seul reproche qu'on pourrait lui faire, et encore, elle marche tellement bien que c'est pas vraiment un reproche, c'est que finalement, il faut pas se dire que c'est parce que c'est un 3 cylindres que ça va consommer peu. C'est une voiture qui consomme quand même pas mal, surtout quand on attaque avec en col de montagne. Encore une fois, c'est plutôt logique. On est parfois au-dessus des 20 litres en conduite dynamique et en montée de col. Le fait aussi que ce soit une voiture qui donne tellement envie d'attaquer qu'on attaque, qu'on roule toujours un petit peu de manière sportive. Et du coup, ça se ressent à la consommation qui est quand même assez élevée. Voilà, donc on arrive en haut du col. On va s'arrêter quelques minutes. On conclut la vidéo ici. J'espère qu'elle vous a plu, que cet essai vous a plu. Alors je vous ai donné mes impressions à chaud, je vous ai fait une présentation globale de la voiture. Il manque peut-être des choses. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me dire aussi si ça vous a plu, à laisser un like si c'est le cas et à vous abonner si vous voulez d'autres vidéos sur cette voiture ou des vidéos auto en général. Moi je vous dis à la prochaine. Salut!